Ma belle-fille a fait mon sac à dos. Quand je suis arrivé à la station-service et que je l'ai ouvert, j'ai été choqué de voir un objet étrange à l'intérieur. Je l'ai apporté au poste de police le plus proche. Là, l'officier m'a dit en panique, « D'où cela vient-il, monsieur ?» C'est. Mon cœur a failli s'arrêter. Mon fils et sa femme sont partis pour un voyage d'anniversaire ce matin-là. Vers midi, ma belle-fille a appelé, paniquée, en train de hurler. Mon fils était aux urgences, dans un état critique. Je n'ai pas hésité. J'ai saisi le sac à dos posé sur la table, et je me suis précipité dehors immédiatement. À mi-chemin, j'ai eu soif. Je me suis garé sur le côté, et j'ai ouvert le sac pour prendre de l'eau. C'est là que je l'ai vu. Quelque chose d'étrange à l'intérieur. J'ai conduit directement au poste de police le plus proche avec l'objet. L'officier a regardé l'appareil. Puis il m'a regardé. « Monsieur, a-t-il dit prudemment, s'il vous plaît, restez calme avec ce que je vais vous dire. Cette chose est extrêmement dangereuse. Je suis reconnaissant que vous soyez ici pour entendre ça. Avant que j'explique ce qu'était cet engin dangereux, et pourquoi il était dans mon sac, dites-moi, où êtes-vous en ce moment? Quelle heure est-il? Laissez un commentaire. Connectons-nous. 16 décembre, un samedi matin. Ma maison, dans le comté de Westchester, était calme. Le genre de calme qui vient quand on vit seul depuis trop longtemps. Dehors, une fine couche de neige poudrait l'allée. À l'intérieur, je préparais du café, faisant défiler les nouvelles sur ma tablette, ne prévoyant rien de plus compliqué qu'un tour au magasin de bricolage. Puis le téléphone a sonné. 10h30, ce n'était pas une heure inhabituelle pour un appel, mais quelque chose dans la sonnerie semblait faux. Aigu, urgent. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. Silence. C'était Scarlett, ma belle-fille. Sa voix tremblait, brisée par les sanglots. Scarlett, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Bradan? Elle pouvait à peine sortir les mots. Papa, c'est Bradan. Il y a eu un accident. Un accident de voiture. Il est à l'hôpital Thomas Jefferson à Philadelphie. Ils disent que c'est critique. Tu dois venir maintenant. La pièce a basculé. Ma tasse de café a heurté le comptoir trop fort, éclaboussant le liquide brun sur le marbre. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Elle pleurait plus fort maintenant. On revenait du petit déjeuner et une autre voiture. Je ne sais pas, papa. Il est inconscient. Ils font des examens. Les médecins disent qu'ils ne savent pas s'il passera la journée. Ma poitrine s'est serrée. 62 ans, et mon cœur n'avait toujours pas appris à gérer la peur. Bradan, mon garçon. J'ai eu un flashback, je n'ai pas pu m'en empêcher. 16 ans. Ses mains nerveuses sur le volant de ma vieille Buick. Sa première fois au volant. J'avais posé ma main sur son épaule et j'avais dit, « Je te fais confiance, fils. » Il avait souri, terrifié et courageux à la fois. Maintenant, il était allongé dans un lit d'hôpital à 3 heures de route. Peut-être qu'il ne respirait plus. Peut-être que non. Dépêche-toi, papa. S'il te plaît. La ligne a coupé. Je n'ai pas réfléchi. Je suis juste monté dans la chambre à l'étage. J'ai attrapé le sac à dos posé sur la chaise près de la fenêtre. Scarlett avait dû le préparer pour moi hier, quand elle et Bradan étaient passés. Elle avait dit quelque chose à propos d'un voyage que nous ferions tous bientôt. Quelle prévenance de sa part. Je n'ai pas vérifié ce qu'il y avait dedans. J'y ai juste jeté un change de vêtements, des chaussettes, mon chargeur de téléphone. Le sac semblait plus lourd que dans mes souvenirs, mais je m'en fichais. Pas le temps. Descendre les escaliers. Clés, portefeuille, manteau, garage. Ma Lexus, une ES 350 bleue que j'avais achetée il y a 3 ans après avoir vendu l'entreprise, attendait là. J'ai jeté le sac à dos sur le siège passager, je me suis glissé derrière le volant, et j'ai mis le contact. Le moteur a ronronné. Je ne l'ai pas laissé chauffer. J'ai juste reculé, les pneus crissant sur la neige, et je me suis engagé dans la rue déserte. 3 heures de route jusqu'à Philadelphie, île 95 Sud. Je connaissais la route par cœur. Mes mains agrippaient le volant. Mon esprit allait plus vite que le compteur de vitesse. Tiens bon, Bradan. J'arrive. Tiens bon, c'est tout.
Je n'ai pas vérifié le sac à dos. Je ne me suis pas demandé pourquoi il était posé là, parfaitement emballé comme si quelqu'un savait que j'en aurais besoin. J'ai juste conduit. 3 heures jusqu'à Philadelphie. 3 heures qui étaient censées être mes dernières. Vers midi, j'avais fait 1 heure de route. LI 95 Sud s'étendait vite devant moi. Juste moi, le bourdonnement du moteur, et un froid qui n'avait rien à voir avec le mois de décembre. Mes mains serraient le volant plus fort que nécessaire. Ma poitrine semblait vide. Tiens bon, Bradan. J'arrive. J'ai repensé à ce jour, quand je lui apprenais à conduire. Il avait été si prudent, si désireux de me rendre fier. Maintenant, il était allongé dans un lit d'hôpital. Peut-être sans respirer. Peut-être. J'ai secoué la tête. Non, ne pense pas comme ça. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. 70, 75, 80. C'est là que je l'ai senti. La voiture semblait différente, plus lourde, comme si je tirais un poids supplémentaire que je ne pouvais pas voir. Et il y avait une vibration, un bourdonnement subtil et constant remontant par la colonne de direction. Pas la sensation habituelle de la route, quelque chose d'autre. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être que le parallélisme était mauvais. Peut-être que j'avais besoin de nouveaux pneus. Mais la sensation ne partait pas. Ma gorge était sèche. Ma tête palpitait. J'avais besoin d'eau. Je me suis souvenu que Scarlett avait mis de l'eau dans le sac à dos. Elle avait pensé à tout. 45 minutes plus tard, j'ai vu un panneau. Aire de repos, 2 miles. J'ai pris la sortie. L'aire de repos était presque déserte. Quelques semi-remorques garées au fond, le vent coupant à travers l'asphalte vide. Je me suis garé sur une place, j'ai coupé le moteur, et j'ai tendu la main vers le sac à dos sur le siège passager. J'ai ouvert le compartiment principal, fouillant à travers les vêtements pour trouver la bouteille d'eau que Scarlett avait emballée. Et c'est là que je l'ai vue. Là, niché entre la chemise pliée et mes chaussettes de rechange, il y avait quelque chose que je ne reconnaissais pas. Une boîte noire, environ de la taille d'un livre de poche. En métal, d'apparence lourde, avec de fins fils courant le long des bords et une petite lumière LED sur un côté, clignotant lentement. Rouge, allumé, éteint, allumé, éteint. Je me suis figé. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai sorti avec précaution, mettant le sac à dos de côté. L'appareil était froid au toucher. La lumière rouge pulsait comme un battement de cœur. Mon garçon avait fait ce sac, ou sa femme l'avait fait. Il y avait un petit interrupteur sur le côté. Mon pouce l'a effleuré accidentellement. Clic, la lumière rouge est devenue jaune et l'appareil a commencé à émettre un bip. Bip, bip, bip. Plus rapide que mon pouls, plus fort que le vent dehors. Mes mains se sont engourdies. Je l'ai posé sur le siège passager, mon cerveau cherchant désespérément des explications. Un traceur GPS? Une sorte d'alarme médicale? Non, rien de tout cela n'avait de sens. Ce n'était pas quelque chose qu'on emballe par accident. C'était quelque chose qu'on cache. Et Scarlett, ma belle-fille, la femme à qui j'avais fait confiance pour faire mon sac, avait mis ça ici. Ou pire. Bradan l'avait fait. Ma poitrine s'est serrée. Mon esprit luttait contre cette pensée. Non, pas mon garçon. Il ne ferait pas ça. Mais l'appareil continuait de biper. La lumière jaune clignotait plus vite maintenant. Et je me suis souvenu de la sensation de la voiture. Lourde. Anormale. J'ai regardé mon téléphone posé dans le porte-gobelet. Je pourrais les appeler. Demander ce que c'était. Il devait y avoir une explication. Mais quelque chose m'a arrêté. Un instinct pour lequel je n'avais pas de nom. Une certitude froide s'installant dans mes tripes. 3 miles plus tôt, j'avais passé un panneau. Bureau du shérif du comté, prochaine sortie. J'ai enveloppé l'appareil dans la chemise de rechange du sac à dos, je l'ai replacé doucement à l'intérieur, et j'ai refermé la fermeture éclair. Mes mains tremblaient encore. J'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas retourné sur LI 95. J'ai fait demi-tour, me dirigeant vers la sortie que j'avais passée plus tôt. Je n'ai pas appelé Bradan. Je n'ai pas appelé Scarlett. L'instinct me disait de ne pas le faire. J'ai conduit vers les seules personnes qui pourraient avoir des réponses, et les seules en qui je pouvais encore avoir confiance.
5 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking du commissariat du comté. Le bâtiment était petit, en briques, de plein pied. Un drapeau américain pendait, inerte dans le froid. 3 voitures de patrouille étaient garées devant, couvertes d'une fine couche de neige. J'ai attrapé le sac à dos, senti le poids de l'appareil à l'intérieur, et j'ai marché vers l'entrée. Mes mains tremblaient encore. Le commissariat du comté était petit, 3 bureaux, des néons clignotants, l'odeur du café brûlé. Un jeune officier derrière le comptoir a levé les yeux quand je suis entré. Puis il a vu ce que je portais. « Monsieur, puis-je vous aider ?» J'ai posé le sac à dos sur le comptoir et je l'ai ouvert, sortant l'appareil noir toujours enveloppé dans ma chemise. La lumière jaune clignotait à travers le tissu. Le bip avait ralenti, mais il était toujours là, faible, régulier. J'ai trouvé ça, ai-je dit. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Dans mon sac. Je ne sais pas ce que c'est. L'officier l'a fixé. Son visage est devenu pâle. Monsieur, ne touchez pas. Une porte s'est ouverte derrière lui. Un homme est sorti. Fin de la cinquantaine, cheveux gris, yeux perçants. Il portait un badge de détective à sa ceinture. Son regard s'est dirigé directement vers l'appareil sur le comptoir, et son expression a changé instantanément. Tout le monde recule, a-t-il dit. Sa voix a traversé la pièce comme une lame. Maintenant. Le jeune officier a trébuché en arrière. Le détective, Vance, comme l'indiquait son badge, attrapa sa radio. Ici Vance. J'ai besoin de l'EOD, des mineurs, au commissariat. Détonateur à distance possible. Je répète, détonateur possible. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Détonateur. Vance m'a regardé. Monsieur, j'ai besoin que vous sortiez. Ne touchez à rien d'autre. Je l'ai suivi dehors dans le froid. Mes jambes semblaient prêtes à lâcher. Quel est votre nom ? A demandé Vance. Graham. Graham Fitzgerald. Monsieur Fitzgerald, où avez-vous eu cet appareil ? Mon sac à dos. Je conduisais vers Philadelphie. Mon fils, il est à l'hôpital. Où je pensais qu'il y était. Ma belle-fille a fait le sac pour moi. Je ne l'ai pas vérifié jusqu'à ce que je m'arrête pour de l'eau. Qui a eu accès à votre véhicule ? Je vis avec mon fils et sa femme, mais ils ne feraient pas ça. Ils sont à Philadelphie. Bradan est blessé. Il est. Vance a levé la main. Nous allons voir ça tout de suite. J'ai besoin que vous restiez calme. 15 minutes plus tard, un fourgon noir est entré sur le parking. EOD, neutralisation des explosifs. 2 hommes en équipement tactique sont sortis portant du matériel. Ils sont entrés, ont examiné l'appareil, ont parlé à voix basse avec Vance. Puis l'un d'eux est ressorti. Détective, nous devons vérifier son véhicule. Ma Lexus était garée à 6 mètres de là. L'équipe EOD s'en est approchée prudemment, utilisant des miroirs sur des perches extensibles pour regarder en dessous. L'un d'eux s'est agenouillé, glissant une petite caméra sous le côté conducteur. Il s'est figé. Puis il s'est levé et a fait signe à Vance. Vous devez voir ça. Vance s'est approché, a regardé, sa mâchoire s'est serrée. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Fitzgerald, venez ici. J'ai marché sur des jambes qui fonctionnaient à peine. Le technicien EOD tenait le miroir à un angle sous mon siège. Là, monté sous le châssis, se trouvait un paquet gris, des fils, un petit récepteur clignotant. C'est 4, dit le technicien doucement. 4 livres, environ 1,8 kg, assez pour éliminer le véhicule et quiconque se trouve à l'intérieur. Le monde a basculé. Je me suis assis lourdement sur le trottoir, ma vision s'est brouillée. Ma poitrine me donnait l'impression de s'effondrer. Vance s'est accroupi à côté de moi. Monsieur Fitzgerald, qui a eu accès à votre voiture ? Mon fils, ai-je chuchoté, et sa femme. Mais non, ils ne feraient pas ça. C'est leur famille. Où sont-ils en ce moment ? Philadelphie. Hôpital Thomas Jefferson. Bradan a eu un accident ce matin. Scarlett m'a appelé. C'est pour ça que je conduisais. Les yeux de Vance se sont aiguisés. Monsieur Fitzgerald, je pense que vous devez appeler cet hôpital maintenant. Il m'a tendu son téléphone. Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro. La ligne a sonné 2 fois.
Hôpital Thomas Jefferson, service des urgences. Comment puis-je vous aider? Mon fils, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. Braden Fitzgerald. Il a été amené ce matin. Accident de voiture. État critique. Une pause. Laissez-moi vérifier nos admissions. Un instant, monsieur. Les secondes s'étiraient comme des heures. Monsieur, je suis désolé. Nous n'avons aucun patient de ce nom. Aucune admission aujourd'hui correspondant à cette description. Le téléphone a glissé de ma main. Il a heurté le trottoir avec un craquement sourd. Vance l'a ramassé, a remercié l'infirmière, et a mis fin à l'appel. Puis il s'est assis à côté de moi sur le trottoir. Monsieur Fitzgerald, a-t-il dit doucement. Je pense que quelqu'un voulait votre mort, et je pense que vous savez qui. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas respirer. Le téléphone gisait sur le pavé à côté de moi. Braden n'était pas à l'hôpital. Il n'avait jamais été blessé, ce qui signifiait que tout avait été un mensonge. L'appel, la panique, l'amour dans la voix de Scarlett quand elle me suppliait de me dépêcher. Tout cela n'était qu'une mise en scène pour me retrouver seul sur la route, conduisant vite, désespéré vers mes derniers instants. Mon garçon, l'enfant que j'avais élevé seul après la mort de sa mère, avait placé un engin dans ma voiture. Sa femme avait mis le déclencheur dans mon sac. Ils voulaient que je disparaisse, et ils avaient presque réussi. Je suis resté assis là, tremblant, fixant la neige, comprenant la vérité avec une clarté brutale. Chaque détail avait été orchestré, le timing, le mensonge, l'urgence, la route. Ils avaient compté sur l'amour pour m'aveugler, sur la peur pour me pousser en avant, sur la vitesse pour faire le reste. Si je ne m'étais pas arrêté, si je n'avais pas regardé, si je n'avais pas fait confiance à mon instinct, j'aurais disparu en silence. Un autre accident expliqué par les autorités, qui n'auraient jamais su la vérité. 1 heure plus tard, j'étais assis dans le bureau exigu de Vance. Ça sentait le vieux café et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le désespoir, peut-être. Les murs étaient tapissés de classeurs. Le bureau était enseveli sous des piles de dossiers. Une seule fenêtre laissait entrer une faible lumière de décembre. Vance était assis en face de moi. Il m'avait donné de l'eau, une chaise. Le temps d'arrêter de trembler. Maintenant, il glissait une chemise cartonnée sur le bureau. Vous devez voir ça, dit-il calmement. Je l'ai ouvert. La première page était un relevé bancaire. Le nom de mon fils en haut. Des chiffres rouges partout. Votre garçon doit un demi-million, a dit Vance. Investissement en crypto-monnaie, carte de crédit, jeu d'argent en ligne. Il se noie. J'ai fixé les chiffres. 500 000. Comment n'avais-je pas su? Vance a sorti un autre document. Il y a un mois, une police d'assurance vie a été activée à votre nom. 2 millions de dollars. Bénéficiaire, Braden Fitzgerald. Mes mains se sont engourdies. Je n'ai pas signé ça. Nous savons. Vance a poussé une deuxième page vers moi. La police scientifique a comparé la signature. C'est un faux. L'écriture de votre belle-fille. Il a fait glisser une photo sur le bureau. Scarlett, souriante. Belle. Elle a fait des recherches sur les systèmes de détonation à distance, a continué Vance. Forum du Dark Web, manuel d'instructions téléchargé. Elle a planifié ça, monsieur Fitzgerald. Chaque détail. La pièce semblait trop petite, trop chaude. Mais Braden. Mon garçon. Est faible, a dit Vance. Pas cruel, juste factuel. Noyé sous les dettes, désespéré. Elle lui a donné une porte de sortie, et il l'a prise. J'ai pensé à Braden enfant, lui apprenant à faire du vélo, l'aidant avec ses devoirs, le regardant traverser l'estrade à la remise des diplômes. Je l'avais élevé seul après la mort de sa mère. Je lui avais tout donné. La maison, l'argent, l'amour. Et c'était ainsi qu'il me remboursait. Je leur ai tout donné, ai-je chuchoté. Ma voix s'est brisée. La maison, l'argent. Je l'ai élevé tout seul après qu'elle soit partie. Et c'est. Les larmes sont venues. Je ne pouvais pas les arrêter. Vance n'a rien dit. Il m'a juste laissé assis là, les épaules tremblantes, le visage dans mes mains. Après 1 minute, il a repris la parole.
Monsieur Fitzgerald, nous pouvons les arrêter maintenant. Tentative d'élimination, fraude. Mais ils prendront un avocat. Ils prétendront que l'appareil a mal fonctionné, que c'était un accident. Ils sortiront dans 5 ans. J'ai levé les yeux, mes yeux brûlaient. Ou, a dit Vance, se penchant en avant. Nous leur faisons croire qu'ils ont réussi. Laissons-les essayer de toucher l'assurance. Prenons-les sur le fait avec des preuves qu'ils ne pourront pas nier. J'ai essuyé mon visage du revers de la main. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'expression de Vance n'a pas changé, mais quelque chose a scintillé dans ses yeux. Disparaître. J'ai regardé le dossier, la dette, la photo de Scarlett, la police d'assurance avec ma fausse signature. Ils voulaient que je disparaisse. Alors c'est exactement ce que nous allions leur donner. Dites-moi le plan, ai-je dit. Vance a hoché la tête. Nous mettons en scène votre disparition. On fait en sorte que ça ait l'air réel. Un accident, une tragédie. Ils joueront la famille en deuil. Et quand ils entreront dans ce bureau d'assurance, quand ils souriront et signeront les papiers, nous les attendrons. Je me suis adossé à la chaise. Mon garçon, mon propre fils. Mais ce n'était plus mon garçon. C'était un étranger. Un étranger qui avait essayé de m'effacer pour de l'argent. Faites-le, ai-je dit. Vance s'est levé, a tendu la main. J'ai serré sa main, et juste comme ça, Graham Fitzgerald a cessé d'exister. Vers 17 heures, nous avions atteint une carrière de calcaire abandonnée à 20 miles de la ville. C'était le genre d'endroit que les gens oubliaient. Des falaises déchiquetées s'élevant sur 3 côtés, une clairière plate au centre, des routes de gravier ne menant nulle part. Le soleil était bas, jetant de longues ombres à travers l'espace vide. Le vent coupait à travers la vallée, vif et froid. Ma Lexus était assise seule au milieu de la clairière, un fantôme bleu sur le point de devenir une pièce à conviction. Je me tenais derrière une barrière anti-souffle en béton, à 200 mètres de là. Vance était à côté de moi. Derrière nous, l'équipe EOD travaillait avec une efficacité silencieuse. Ils avaient remorqué ma voiture ici sur un plateau. Maintenant, ils la préparaient. Un technicien a placé un mannequin de crash test sur le siège conducteur, un poids mort, pour simuler un corps. Un autre a positionné mon portefeuille et une de mes chaussures près de la zone d'épave. Des objets qui survivraient. Des objets qui identifieraient la victime. Moi. Je les regardais travailler. Ma poitrine semblait vide. Monsieur Fitzgerald a appelé le chef de l'EOD. Vous voudrez peut-être détourner le regard. J'ai secoué la tête. Non, j'ai besoin de voir ça. Il a hoché la tête. N'a pas discuté. L'équipe a terminé sa préparation et s'est repliée derrière la barrière avec nous. L'un d'eux tenait un déclencheur à distance. Un autre portait un extincteur prêt à contrôler l'incendie. Après. Vance m'a jeté un coup d'œil. Vous êtes sûr d'être prêt pour ça? Je ne l'étais pas, mais j'ai dit, faites-le. Le chef de l'EOD a parlé dans sa radio. Personnel dégagé. Détonation dans 5, 4, 3, 2, 1. Il a appuyé sur le bouton. L'explosion a déchiré la carrière comme le tonnerre. Une boule de feu massive a jailli de sous ma voiture, orange et rouge, une fumée noire tourbillonnante s'élevant en spirale vers le ciel. La Lexus a décollé du sol, s'est retournée, et s'est écrasée en un tas tordu de métal brûlant. Le son a résonné contre les falaises, net et brutal. J'ai senti l'onde de choc dans ma poitrine et je ne pouvais pas détourner le regard. C'était censé être moi. Brûlant, disparu, effacé. Mes genoux semblaient faibles. Vance a posé une main sur mon épaule. Ça va? Je n'étais pas sûr que ça irait à nouveau un jour. Les pompiers se sont avancés avec des lances, pulvérisant de la mousse sur l'épave. Les flammes sont mortes lentement, laissant derrière elles un squelette noirci d'acier. La fumée dérivait à travers la clairière, sentant le caoutchouc brûler et l'essence. J'ai fixé ce qu'il restait de ma voiture. Je ne sais plus ce que je suis, ai-je chuchoté. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une planque à l'autre bout de la ville. C'était un petit appartement, des meubles fades, des murs beiges, une seule fenêtre donnant sur un parking, le genre d'endroit que personne ne remarque. Vance m'avait amené ici, m'avait dit de rester à l'intérieur, de ne pas toucher à mon téléphone, de laisser le monde croire que j'étais parti. Il a allumé la télé, a zappé sur les nouvelles locales, et c'était là.
Le visage de la présentatrice était sombre, professionnel. Derrière elle, une photo de ma voiture, ou ce qu'il en restait, brûlant sur le bord de l'île 95. Dernière heure ce soir, a-t-elle dit. Graham Fitzgerald, 62 ans, un homme d'affaires retraité du comté de Westchester, a péri dans l'explosion d'un véhicule sur l'Interstate 95 cet après-midi. Les autorités disent que la cause est sous enquête, mais les premiers rapports suggèrent une possible défaillance mécanique. Monsieur Fitzgerald était seul au moment de l'incident. Il laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille. Ma photo est apparue à l'écran, une image d'il y a 5 ans, souriant, vivant. En dessous, un texte blanc, en mémoire. 1962 à 2024. J'ai fixé ça. Mon propre visage, mon propre nom, ma propre fin. Ça ne semblait pas réel. Vance a coupé le son de la télé. Maintenant, on attend et on les observe. Je l'ai regardé. Combien de temps? Pas longtemps, a-t-il dit. Ils vont voir ça. Ils vont devoir réagir. Jouer le rôle de la famille dévastée. Et quand ils le feront, quand ils penseront que c'est sûr, ils feront un mouvement pour l'argent de l'assurance. Il s'est adossé à sa chaise. C'est là qu'on les aura. Je me suis retourné vers la télé. Ma photo était toujours là, en mémoire. J'étais un fantôme maintenant, regardant, attendant. Et quand mon garçon et sa femme viendraient pour l'argent, quand ils souriraient et signeraient ses papiers, je serais là. Pas parti, juste invisible. Ce soir-là, 20h, toujours samedi, j'étais assis dans la planque à l'autre bout de la ville. Les écrans luisaient dans l'obscurité. Sur le moniteur de la morgue de l'hôpital du comté, ils étaient là, mon garçon et sa femme. Le détective Vance avait installé des caméras cachées dans la morgue 2 heures plus tôt. Audio aussi. On pouvait tout voir, tout entendre. Je regardais mon fils entrer dans cette pièce froide et stérile. Son visage était rouge, ses yeux enflés. Scarlett était à côté de lui, une main sur son épaule. Elle portait du noir, cheveux tirés en arrière, pas de maquillage. L'image d'une belle fille en deuil. Le médecin légiste les a conduits vers une table recouverte d'un drap blanc. En dessous, un corps, pas le mien, une doublure, brûlée au point d'être méconnaissable. Vance avait tout arrangé. Le légiste a tiré le drap. Juste assez. Bradan a fixé le corps. Puis il s'est détourné, la main sur la bouche. Ses épaules tremblaient. C'est mon père, a-t-il chuchoté. Scarlett s'est avancée. Elle a regardé le corps. Son visage n'a pas changé. Calme, contrôlé. Elle a posé une main sur le drap doucement. Oui, a-t-elle dit doucement. C'est Graham. Bradan s'est effondré sur une chaise, sanglotant. Scarlett s'est agenouillée à côté de lui, passant ses bras autour de lui, chuchotant quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. J'étais assis dans le noir, à regarder. Ma poitrine me faisait mal. Mes mains tremblaient. C'est votre fils, a dit Vance doucement à côté de moi. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. 1 heure plus tard, ils étaient de retour chez moi. L'équipe de Vance avait installé des caméras là-bas aussi. Salon, cuisine, même la chambre. Je pouvais tout voir. Bradan est entré en premier, jetant son manteau sur le canapé. Scarlett a suivi, fermant la porte derrière elle. Pendant un moment, aucun d'eux n'a bougé. Puis Scarlett a expiré lentement, comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. C'est fait, a-t-elle dit. Bradan s'est tourné vers elle. Son visage n'était plus rouge. Plus de larmes. Il avait juste l'air fatigué. Tu es sûr que la police est solide, a-t-il demandé. Scarlett a souri. Ce n'était pas chaleureux. C'était tranchant. 2 millions de dollars, bébé. Complètement solide. On a juste à attendre que l'enquête soit close. Ensuite, on dépose la demande. Bradan s'est assis sur le canapé en se frottant le visage. Et s'ils découvrent? Et s'ils? Ils ne découvriront pas. Scarlett l'a coupé. Elle s'est dirigée vers le bar, a versé 2 verres de whisky, lui en a tendu un. La voiture a disparu. Il a disparu. Pas de témoin. Pas de traces. Elle a levé son verre. À nous. Bradan a hésité. Puis il a trinqué contre son verre.
À nous. Je les ai regardés boire, je les ai regardés sourire, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer profondément dans ma poitrine. Vance m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Je n'allais pas bien, mais j'ai hoché la tête. Il était 23 heures quand la radio s'est allumée. Bradan et Scarlett étaient à l'étage en train de se préparer à dormir. La maison était calme, sombre. Puis, depuis le salon. De la musique, douce, légère. Une mélodie au piano que je connaissais par cœur. Inforgettable. C'est ce que tu es. Nat King Cole, la chanson préférée de ma femme. Bradan est apparu en haut des escaliers, fronçant les sourcils. Tu as allumé la radio? Scarlett est sortie derrière lui, enveloppée dans un peignoir. Non, je pensais que c'était toi. Ils sont descendus ensemble, lentement. La musique continuait de jouer. Bradan a atteint la radio. Elle était posée sur l'étagère près de la cheminée, là où elle avait toujours été. Il l'a fixée. J'avais éteint ça, a-t-il dit. Scarlett l'a regardé. Alors éteins-la à nouveau. Il a appuyé sur le bouton d'alimentation. La musique s'est arrêtée. Le silence a rempli la pièce. Ils sont restés là, sans bouger, sans parler. Puis Scarlett a ri, un rire bref, nerveux. Vieille maison. Problèmes électriques bizarres. C'est rien. Bradan n'avait pas l'air convaincu. Il a regardé autour de la pièce comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Ouais, a-t-il marmonné. Probablement. Mais sa voix tremblait. De retour dans la planque, Vance s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, un faible sourire sur le visage. Ce n'est que le début, a-t-il dit. J'ai fixé l'écran, regardé mon garçon debout dans mon salon, effrayé et confus. Nous avions planté le doute, la peur. La question, est-il vraiment parti? Demain soir, nous pousserions plus fort. Dimanche soir. Bradan est allé se coucher tôt. Scarlett a suivi 1 heure plus tard. Aucun d'eux ne savait que l'équipe de Vance avait été à l'intérieur de la maison pendant qu'ils étaient sortis dîner. Je regardais le flux de la caméra de la chambre depuis la planque. Vance était assis à côté de moi, café à la main, attendant. Bradan a grimpé dans le lit, a remonté les couvertures, a posé sa tête sur l'oreiller. Puis il s'est figé. Quelque chose de dur appuyé contre l'arrière de son crâne. Il s'est assis lentement, a cherché sous l'oreiller, la sortie. Le détonateur, le même appareil noir qu'il avait planté dans mon sac à dos une semaine plus tôt. Lumière jaune clignotante, lente, régulière. Et scotché dessus, un petit morceau de papier, écrit à la main. Tu as oublié d'éteindre ça, fiston. Papa. Bradan a hurlé. Il a jeté l'appareil à travers la pièce comme s'il était en feu. Il a heurté le sol avec un bruit sourd. Non, non, non. Scarlett a fait irruption par la porte, les yeux écarquillés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bradan a pointé le sol, sa main tremblant. Ça. Comment c'est ici? C'était censé être avec lui. Scarlett a fixé l'appareil. Son visage est devenu pâle. Quelqu'un se joue de nous, a-t-elle chuchoté. C'est lui, a crié Bradan. Il n'est pas mort. Il sait, il. Scarlett l'a giflé fort à travers le visage. Ferme-la. Reprends-toi. Elle a attrapé ses épaules. Il est mort. On a vu le corps. Tu te souviens. Bradan s'est effondré sur le lit, les mains sur le visage. Tout son corps tremblait. Alors qui a fait ça, a-t-il chuchoté. Qui? Scarlett a expiré lentement, s'est assise à côté de lui. Sa voix était froide, contrôlée. Je ne sais pas, mais dans 3 jours, on touche l'argent. Juste 3 jours de plus. Tu peux tenir le coup pendant 3 jours. Bradan a hoché la tête, mais ses yeux étaient creux, vides. Sur le moniteur, je l'ai regardé se recroqueviller sur le lit, se balançant d'avant en arrière. Puis je l'ai entendu, à peine audible à travers le micro de la caméra. Je suis désolé, papa. Je suis désolé. J'ai fermé les yeux, sentant quelque chose se briser en moi. Vance n'a rien dit, il m'a juste tendu un mouchoir. 3 jours plus tard, jeudi 21 décembre, ils sont entrés dans le bureau d'assurance à Manhattan. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait au 40e étage.
Jeudi matin, 21 décembre. La compagnie d'assurance occupait le 40e étage d'une tour de verre dans le centre de Manhattan. Des fenêtres du sol au plafond, un bureau en acajou poli, 3 hommes en costume, et un règlement de compte vieux de 20 ans. Bradan et Scarlett sont entrés vêtus de noir, professionnels, composés. Scarlett a serré la main du directeur en premier. « Merci de nous recevoir en cette période si difficile », a-t-elle dit doucement. Le directeur, un homme aux cheveux gris dans la soixantaine, a hoché la tête. « Nos condoléances. Veuillez vous asseoir. » Ils se sont assis. Scarlett a croisé les mains sur la table. La jambe de Bradan sautait sous le bureau, une énergie nerveuse. Le directeur a fait glisser une pile de papier sur la table. Avant de procéder au paiement, nous avons une procédure standard. Nous examinons la chronologie de l'incident. Bradan a hoché la tête rapidement. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Le directeur a appuyé sur un bouton d'une petite télécommande. Un grand écran est descendu du plafond derrière lui. Les lumières se sont tamisées. Cette vidéo, dit le directeur calmement, a été récupérée du système de sécurité de la maison de votre père. L'écran s'est allumé. Garage. Samedi 16 décembre, 2h17 du matin. L'angle de la caméra était monté auprès du plafond. Vue large de tout l'espace. La Lexus bleue était au centre. Puis 2 silhouettes sont apparues. Scarlett et Bradan, se déplaçant silencieusement, prudemment. Bradan s'est agenouillé près de la voiture, a ouvert la portière côté conducteur, s'est glissé dessous. Ses mains travaillaient rapidement, fixant un petit paquet noir sous le siège. 4 livres, assez. Scarlett se tenait à côté de la voiture tenant le détonateur. Elle l'a placé soigneusement dans un sac à dos sur l'établi, l'a zippé, l'a posé sur la table près de la porte. Clair, indéniable. Le visage de Bradan est devenu blanc. La sueur perlait sur son front. Scarlett s'est levée brusquement. C'est faux. Ça a été monté. Deepfake. Le directeur n'a pas scié. Cette vidéo a été prise par la caméra de sécurité de votre beau-père. Installée 2 semaines auparavant. Horodatée. Stockée dans le cloud. Recevable au tribunal. La voix de Scarlett s'est élevée. Il n'avait pas de caméra dans le garage. Une voix parla depuis l'embrasure de la porte. Calme, posé. En fait, j'en avais. Bradan s'est retourné, s'est figé. Graham entra dans la pièce. Costume gris, en bonne santé, vivant. La bouche de Bradan s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. Puis finalement, non, 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 non. Il s'est effondré sur la chaise, les mains sur le visage, sanglotant. Scarlett a pivoté vers la porte, mais le détective Vance lui a bloqué le passage. 2 officiers en uniforme sont entrés derrière lui. Scarlett Fitzgerald a dit Vance doucement. Vous êtes en état d'arrestation. Un officier s'est avancé avec des menottes. Scarlett a reculé brusquement, les yeux fous. C'était lui, a-t-elle hurlé, pointant Bradan. Il a tout planifié. Je ne savais pas. Il m'a manipulé. Bradan a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Menteuse. C'était ton idée. Tu as fait les recherches. Tu m'as obligé à le faire. Tu as dit qu'on serait libre. Le visage de Scarlett s'est tordu de rage. Tu es pathétique. Faible, juste comme ton père l'a toujours dit. L'officier a menotté ses poignets. Elle se débattait, mais il la tenait fermement. Tu vas pourrir pour ça, a-t-elle sifflé à Bradan. Tu pourriras seul. Ils l'ont tiré vers la porte. Elle criait encore quand ils l'ont traîné dans le couloir. Graham a marché lentement vers son fils, s'est arrêté à quelques mètres. Bradan l'a regardé, les yeux rouges, le visage brisé. Papa, je suis désolé. Elle m'a obligé. J'étais désespéré. Je ne voulais pas. La voix de Graham était glaciale. Tu m'as embrassé pour me dire au revoir, tu m'as dit de conduire prudemment, tu m'as appelé papa, et ensuite tu m'as envoyé vers ma fin. Ne m'insulte pas avec des excuses maintenant. Un officier s'est avancé. Monsieur, nous devons l'emmener. Graham a hoché la tête, a reculé. Ils ont menotté Bradan. Il n'a pas résisté, a juste continué de pleurer.
Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ils l'ont fait sortir. Sa voix a résonné dans le couloir jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. Graham est resté seul au centre de la pièce, fixant l'embrasure vide. Vance s'est approché doucement. Ça va? Graham ne l'a pas regardé, continuant juste de fixer. Non, a-t-il dit. Mais c'est fini. Ils étaient partis, menottés, dirigés vers des cellules qui seraient leur maison pour des décennies. La justice a été rendue, mais la douleur, la trahison qui ne part jamais, elle, reste pour toujours. 6 mois plus tard, en juin, le tribunal dans le bas de Manhattan était bondé. Journalistes, caméras, tout le monde voulait voir le fils et la belle-fille qui avaient essayé d'effacer un père pour de l'argent. J'étais assis au dernier rang, silencieux, observant. Le détective Vance a témoigné en premier. Il a passé la vidéo du garage à nouveau, a expliqué comment Scarlett avait fait des recherches sur les systèmes de détonation à distance, comment elle avait imité ma signature sur la police d'assurance, comment elle avait orchestré chaque détail. Le procureur l'a appelé le cerveau. Bradan, a-t-il dit, était faible, désespéré, mais complice. L'avocat de la défense de Bradan a essayé d'argumenter la coercition, le désespoir, mais le juge a coupé court. Le désespoir, a-t-elle dit, n'excuse pas le complot pour commettre un crime. Les deux accusés ont participé volontairement. Scarlett a reçu la prison à vie. Sans possibilité de libération conditionnelle. Bradan a pris 25 ans. Scarlett a souri froidement quand ils ont lu sa sentence. Bradan a sangloté. Je n'ai rien ressenti. Aujourd'hui, je vis dans un appartement d'une chambre à Yonkers. Des meubles simples, pas de garage, pas de Lexus. J'ai vendu la maison, donné la plupart de l'argent, gardé assez pour vivre tranquillement. 3 matins par semaine, je suis bénévole dans un centre de soins pour personnes âgées. Je fais la lecture aux résidents qui ne voient plus très bien. J'écoute leurs histoires. Je m'assois avec eux quand ils se sentent seuls. Le soir, je m'assois sur mon balcon et je regarde le soleil se coucher sur l'Hudson. Je pense à ce que j'ai perdu et à ce que j'ai sauvé. J'ai perdu mon fils, mais j'ai sauvé mon âme. L'argent corrompt. L'avidité est un poison, et la confiance. Une fois brisée, elle est partie pour toujours. Bradan m'écrit des lettres depuis la prison. Je ne les lis pas Scarlett, elle a appris ce que signifie tout perdre. Beauté, liberté, contrôle. Elle vieillit dans une cellule, seule, oubliée. Et moi, je suis libre. Pas riche, pas entouré de famille, mais je vis. Je vis vraiment, et cela vaut plus que 2 millions de dollars. Je me lève, je rentre à l'intérieur, je commence à préparer un dîner simple, des pâtes, des légumes, une tasse de thé. Je fredonne doucement pour moi-même, quelque chose que ma femme avait l'habitude de chanter. Je souris juste un peu. Je suis Graham Fitzgerald, 62 ans, homme d'affaires retraité, et l'homme dont le fils a essayé de l'effacer pour 2 millions de dollars. Ceci est ma véritable histoire, pas une fiction, pas une exagération. Chaque mot que vous venez d'entendre est arrivé. Et c'est une de ces histoires de grand-père que vous devez entendre parce que la leçon pourrait vous sauver la vie. Si je veux que vous reteniez une chose, c'est ceci, ne soyez pas comme moi. J'ai fait confiance aveuglément. J'ai tout donné à mon fils. L'argent, un abri, des secondes chances. J'ai ignoré les drapeaux rouges, les dépenses, le sentiment de droit acquis, la froideur dans les yeux de Scarlett. Dieu m'a donné des avertissements. Je n'ai pas écouté. Je pensais que l'amour pouvait réparer l'avidité. Ce n'est pas le cas. L'avidité est un poison qui corrompt de l'intérieur. Et quand vous la favorisez, quand vous donnez à vos enfants de la richesse sans leur enseigner la responsabilité, vous ne les aidez pas. Vous les détruisez. Dieu a épargné ma vie pour une raison. Peut-être était-ce pour que je puisse partager cette histoire vraie avec vous. Ne construisez pas votre héritage sur l'argent seul. Construisez-le sur des valeurs, sur la foi, en enseignant à vos enfants que rien dans cette vie, aucun héritage, aucune police d'assurance ne vaut plus que l'intégrité. Cette histoire vraie est un avertissement, une de ces vraies histoires de grand-père transmises pour que vous ne répétiez pas mes erreurs. Si cela vous a touché, commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez. Quelle est la leçon que vous en tirez? Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires de grand-père réelles comme celle-ci, des leçons de gens qui les ont vécues,
Abonnez-vous à cette chaîne parce que la sagesse ne s'apprend pas seulement, elle se partage. Que Dieu vous bénisse. Restez sages et rappelez-vous, faites confiance à Dieu, mais gardez vos arrières.